font l'honneur d'être membre de jury, Monsieur Olivier Salati. Monsieur Olivier Lebeau. Madame Hélène Thomas. Et Monsieur Jean-Philippe Agresti. Alors ce soir, les joutes, vous verrez dans l'ordre. Premier duel, le bruit de la mer empêche-t-il les poissons de dormir? Monsieur Romain Sibarano défendra le pour et Monsieur Jean-Baptiste de Gubernatis le contre. Ensuite, un arriviste peut-il être en retard avec pour Monsieur Seda et contre Monsieur Perotti? Jeter un pavé dans la mare fait-il remonter le niveau avec pour Mademoiselle Cuchards et contre Monsieur Manivelle? Et enfin, aurait-elle dû croquer la pomme avec pour Monsieur Engel et contre Monsieur Lamy? On va commencer tout de suite. Une chose avant en fait. Alors, petite nouveauté cette année et même aujourd'hui, on met en place un live tweet sur Twitter. Donc, si vous voulez commenter en temps réel le concours et l'épreuve, munissez-vous de votre smartphone. Et le hashtag c'est Demostel 2014 et FDPE 3X. Donc, on attend vos tweets nombreux. Donc, vous avez droit au portable cette fois-ci. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le premier duel. Sur le sujet, le bruit de la mer empêche-t-il les poissons de dormir? Et nous accueillons tout de suite Monsieur Sibarano qui défendra le pour. 13 ans. Voilà 13 années que le sang de Jules César a coulé sous les ors du Sénat. 13 ans que la République romaine tâche de s'extirper de la situation dans laquelle elle s'est elle-même plongée. 13 années de luttes intestines, 13 années de guerre civile larvée, entre d'un côté les troupes fidèles à Marc-Antoine, le Félon, et de l'autre les troupes fidèles à Octave, neveu adoptif de César, représentant l'auctoritas romaine. Ce jour-là, c'est Agrippa, lieutenant amiral, fidèle parmi les fidèles de celui qui deviendra plus tard Auguste, qui conduit la flotte jusqu'à une île grecque, celle de Corfou. Là-bas, à quelques encablures de la cité d'Actium, les navires d'Agrippa encerclent ceux de Marc-Antoine et de la délicate et sublime reine Cléopâtre. L'issue de la bataille est assez facilement prévisible. Plus de 10 000 hommes sont tués par les hommes d'Agrippa. Cette victoire qu'il viendra présenter à Octave à Rome lui donne définitivement les clés pour asseoir son autorité sur Rome. 16 siècles plus tard, c'est dans un autre golfe grec, lui aussi, celui de Patras, que se joue l'un des instants les plus décisifs de l'histoire de l'Europe. Cet instant si particulier qui va donner au vieux continent, celui qui sera plus tard le vieux continent, les clés de sa puissance. Effectivement, dans le golfe de Patras, les navires de la Sainte Ligue, appelés par le pape Pie V, parviennent à défaire l'immense flotte ottomane alors réunie dans ses eaux. Cette défaite provoque peu à peu l'érosion du bloc ottoman, celui qui deviendra plus tard l'homme malade de l'Europe. Ce jour-là, ce sont près de 70 navires qui couleront par le fond, plus de 450 canons lourds que l'on ne retrouvera jamais, sans parler des pertes humaines.
La voilà, la grande histoire, la merveilleuse histoire, celle-là même qui envoie tant de jeunes hommes au fond des eaux, celle-là même qui expédie sans ménagement dans les flots, toile, bois, fonte, poudre. Ah, quel magnifique livre, en effet. J'ai eu un moment de lucidité tout à fait particulier à la lecture du sujet d'aujourd'hui. Je compris qu'en réalité, ces grands moments, ces immenses instants qui façonnent l'histoire des hommes, ne sont en réalité que des démonstrations maladroites et lâches de notre éternel hybris. Qu'en réalité, cette volonté égocentrique et démoniaque de s'entretuer, de tout détruire au détriment de ce qui se passe au-dessus, autour et en dessous de nous, révèle en nous bien plus de méfaits que de bienfaits. Qui s'intéresse, à vrai dire, à ce qui se passe en dessous de ces navires, à l'instant précis où sont propulsés par-dessus bord ces jeunes gens qui ont probablement eux-mêmes des familles? Je n'eus malheureusement pas le plaisir, de mon côté, de pouvoir compter sur l'une des huiles de notre faculté, monsieur le professeur Frédéric Collin, pour m'éclairer sur le fonctionnement aquatique. Mais pour autant, je tâchais de me renseigner, de travailler sur ces questions épineuses, car en réalité, ce monde qui possède ses propres règles, ses propres codes, son ordre, ne mérite-t-il pas lui aussi d'alterner phases de sommeil et de réveil parfaitement équilibrées? Ne mérite-t-il pas d'échapper à la rumeur, au fracas incessant, à ce bruit de la mer et de l'océan? Alors, l'on essaiera bien, je n'en doute pas, de vous faire adhérer à une thèse contraire. Oh, les poissons n'entendent pas. Les poissons, en réalité, ne dorment peut-être même pas. Oui, on tâchera alors de rassurer vos consciences, elles, bien endormies. On essaiera peut-être même, par un jeu métaphorique, de contourner la question, afin de mieux l'éluder. Et pourtant, ils dorment mal. Je vous remercie. Mesdames et messieurs du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'entends les arguments de mon contradicteur, mais j'ai le sentiment qu'ils ne sont guère plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Monsieur Cimarano, je vois bien que vous êtes amer. J'ai conscience que votre position est difficile à défendre. Mais, veuillez m'excuser, vous me faites l'effet d'un homme à la mer. Alors que je m'apprête à démontrer que les poissons dorment, vous essayez de noyer le poisson. Une métaphore, contourner le sujet, n'inversez pas les rôles. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon contradicteur est parti bien loin dans ses développements, mais je crains qu'il ne vous ait perdu. Alors que lui vous a laissé à quai, moi, au contraire, je vous invite à me suivre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de plonger avec moi dans les profondeurs abyssales du monde du silence. Je veux bien sûr parler de la mer. La mer, elle a toujours passionné et fasciné les hommes. Homme libre, toujours tu chériras la mer, écrivait Baudelaire. À juste titre. Notre planète, la Terre, porte bien mal son nom quand on sait que les océans et les mers recouvrent 70% de sa surface et représentent 97% des réserves d'eau de notre planète. Notre façon d'appréhender la mer n'est pas uniforme. On peut distinguer ce qu'il y a à la surface de la mer et ce qu'il y a sous la mer. La surface de la mer nous évoque immédiatement les voyages vers des contrées lointaines, les vacances,
le commerce maritime à la limite. C'est elle qui inspire les peintres, les poètes et les musiciens. Sa puissance nous fascine. Elle nous agace parfois. Souvenons-nous Xerxès, qui avait fouetté la mer parce qu'il l'accusait d'avoir englouti une partie de sa flotte. En revanche, ce qu'il y a sous la mer, nous inspire crainte, mystère, angoisse, et pour cause. Davantage d'hommes sont allés dans l'espace qu'au fond des océans. Et de ce mystère sont nés la plupart des mythes et des légendes que nous connaissons. Les sirènes, Charybde, Scylla et toutes les autres créatures fantastiques qui peuplent l'univers de l'Odyssée. Le Kraken, Moby Dick et j'en passe. C'est de ces fonds marins que je parlerai aujourd'hui. Car c'est bien là que vivent les poissons dont nous parle le sujet d'aujourd'hui. Il me paraît en effet plus pertinent d'essayer de répondre directement à cette question, plutôt que de noyer le poisson, plutôt, par exemple, que de m'intéresser à la pièce de théâtre du même nom, écrite par Frédéric Dard. Non pas que je n'apprécie guère Frédéric Dard, c'est un homme extrêmement éloquent, qui mariait très bien les bons mots. C'est par exemple à lui que l'on doit cette phrase. Je n'aime pas les enfants. Les enfants sont comme l'épée, on ne supporte que les siens. Mais je considère néanmoins qu'il y a davantage d'intérêt à répondre directement à la question. Et pour ma part, je répondrai par la négative. Non, le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de dormir. À l'appui de cette thèse, j'avancerai principalement deux idées. Non, ce n'est pas du bruit qu'il y a dans la mer. Il y a davantage un silence. Mais à côté de cela, quand bien même il y aurait du bruit, ce bruit n'empêche pas les poissons de dormir. La mer est plutôt silencieuse. Pour beaucoup d'auteurs, la mer évoque avant tout le silence. Le commandant Cousteau n'a-t-il pas écrit, puis adapté au cinéma, Le monde du silence, premier film à mettre en scène les fonds sous-marins? Le résistant Vercors n'a-t-il pas écrit Le silence de la mer, sa nouvelle la plus connue? Et pour cause, le bruit, il est à la surface. Le fracas des vagues sur les rochers, le cri des oiseaux, les poissons, ils n'en ont que faire. Pour pratiquer l'apnée depuis l'âge de 14 ans, je peux vous dire que lorsqu'on est sous l'eau, le seul bruit, que dis-je, le seul son que l'on entend, ce sont les graviers et le sable qui sont charriés par les vagues au loin. Ni plus, ni moins. Ce ne sont pas Jacques Mayol, le héros du Grand Bleu, ni même Nemo, le capitaine Nemo, qui me contrediront. Pour Jacques Mayol, le réel plaisir est de se trouver au fond de l'eau, dans ce silence qu'il apprécie tant. Le capitaine Nemo, quant à lui, s'exclame « La mer, là est la suprême tranquillité ». Alors on pourra me rétorquer que certaines études scientifiques ont mis en évidence une sorte de vacarme sous-marin. Ce vacarme serait constitué du bruit des hélices de nos bateaux, des sonars de nos militaires, des bouteilles de plongée de nos plongeurs. Ce vacarme perturberait l'orientation des baleines, des orques et des dauphins. Mais que l'on m'excuse, ce bruit, ce n'est pas le bruit de la mer, c'est le bruit des hommes. Et les baleines, les orques et les dauphins, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des cétacés, pas des poissons. Ce sont un sous-ordre des mammifères. On pourra me reprocher de jouer sur les mots, mais qu'on se le dise, sous la surface de la mer, dans le monde des poissons, le principe est le silence, et l'exception est le bruit. Même ce prétendu bruit, quand bien même il existerait, n'est pas de nature à perturber le sommeil des poissons. Pour comprendre la vraie nature du sommeil des poissons, il faut se débarrasser de nos certitudes sur le sommeil. Ça n'est pas chose aisée, j'en conviens. L'homme a une propension naturelle à l'anthropomorphisme. Nous avons tendance à nous considérer comme l'entité centrale dans l'univers. C'est la raison pour laquelle nous appréhendons la réalité
à travers une perspective purement humaine. Mais c'est un tort, car si l'homme passe un tiers de sa vie à dormir, tel n'est pas le cas des autres animaux. Les fonds marins sont le milieu le plus hostile sur Terre. La vie est une chasse et une fuite perpétuelle. Celui qui dort sous l'eau, c'est qu'il est mort. C'est pourquoi les poissons ont développé un sommeil différent du nôtre. Ils alternent phase d'activité, phase de repos. Les scientifiques parlent d'un état proche du sommeil, un état voisin du sommeil. Alors de deux choses l'une. Soit les poissons dorment d'une manière différente de la nôtre, soit on considère que les poissons ne dorment pas, parce que dormir c'est le propre de l'homme. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui empêche les poissons de dormir? Ce n'est pas le bruit de la mer, ce ne sont même pas les hommes. C'est leur biologie, c'est leur corps. Qu'on ne reproche pas au bruit de la mer d'avoir privé les poissons de paupières et d'oreilles. Alors pour finir, je voudrais rappeler une loi de la nature évidente et connue. Tout animal a besoin de sommeil pour vivre. Les animaux intègrent dans leur grande famille les poissons. Les poissons vivent jusqu'à preuve du contraire. Alors nécessairement, les poissons ont besoin de dormir. Car, comme l'écrivait Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, on peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois de la nature. Je vous remercie. Bien cher contradicteur, vous m'évoquez Icare, qui lorsqu'il s'élance, affublé de ses deux ailes factices, dans les airs, prétend appréhender un espace majoritairement inconnu de l'homme, dont les règles et les codes lui échappent concrètement, mais qu'il souhaiterait faire sien, qu'il souhaiterait voir avec ses yeux, avec son corps et avec ses fausses ailes. Mais comme Icare, le risque est bien de se brûler à la lumière du soleil, à la lumière de la vérité. J'entendais précédemment parler d'anthropomorphisme. Quelle preuve éclatante, en réalité, que de repliement sur ses propres certitudes et sur la conviction que sa manière de voir, de sentir, de penser, vaudrait pour toutes les créatures. En réalité, il faut savoir que près de 95% de ce que l'on appelle les abysses, ce sont ces fonds sous-marins qui dépassent 150 mètres de profondeur, 95% n'ont pas été visités par l'homme. Évidemment, pas répertoriés, ni cartographiés. Comment prétendre alors à des règles définitives sur la question? Je me fais en quelque sorte l'agnostique du bon ou du mauvais sommeil des poissons. Je présume qu'en réalité, les tracas que je vous exposais précédemment, ces rumeurs sans fin, ce bruit qui n'en terminera jamais, ont une bonne chance d'affecter le sommeil des créatures maritimes. Mais revenons sur l'idée du bruit sous la mer. Oui, le monde du silence. Formidable. Excellente expression qui, je présume, fait bonne presse et paye bien. Mais je prendrai pour référence l'un de mes maîtres à agir, le prince de Monaco, Albert Ier. Oui, Albert Ier, le prince navigateur, l'intrépide, celui-là même qui refusa définitivement, tout net, de se prêter aux fureurs qui étaient alors en action dans le monde. Celui-là même qui choisit de dédier sa vie à la recherche, à l'exploration. Et celui-là même qui conclut ses recherches
après avoir participé à un nombre impressionnant de colloques, après avoir ouvert un nombre de centres de recherche sans pareil, qui conclut qu'en somme, de la mer, nous ne saurons véritablement rien avant plusieurs siècles. Oui, le bruit sous la mer. Un de mes maîtres a illustré maintenant. Le prince belge de la ligne claire, Hergé, oui, souvenez-vous, celui-là même qui vit l'homme marcher sur la Lune, nous en parlions tout à l'heure, celui-là même qui vit marcher l'homme sur la Lune, près de 13 ans avant qu'il ne le fasse réellement. Et souvenez-vous, dans le trésor de Rackham le Rouge, souvenez-vous de Tintin à la lutte avec son immense scaphandre, avec un requin acharné qui tâche de lui arracher des mains un coffre au trésor. Pour se défendre, Tintin sacrifie tout ce qu'il a alors peut-être de plus précieux, ce coffre qui contient peut-être les secrets de la licorne. Tintin le jette sur le requin et Hergé nous gratifie alors d'une onomatopée mythique, le bonk. Oui, le projectile fait bonk sur la tête du requin et qu'on ne me dise pas que c'est Tintin qui l'entend. Vous avez vu son scaphandre? Non, ce bonk, c'est la rumeur, c'est le bruit, c'est la fureur qui règne dans les eaux. Quant au sommeil lui-même de nos amis poissons, il faut convenir que les bruits sont peut-être beaucoup plus perceptibles dans les premiers mètres, dans les premiers 150 mètres de nos mers et océans, pardonnez-moi. Pour autant, je voudrais vous simplement conclure en parlant des abysses de nouveau. Si dans l'espace on ne vous entendra pas crier, méfiez-vous, car le jour où l'homme choisira de visiter pour de bon les abysses, il se pourrait bien que quelques créatures aux capacités inconnues, imperceptibles pour nous autres pauvres humains, veuillent bien vous faire payer leurs interruptions nocturnes. Je vous remercie. Vous pouvez poser des questions. Ils n'ont pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Aucune question, d'accord. Aucune question.